bien avant que les cartes ne soient dressées avec certitude, avant que les côtes ne soient mesurées et nommées. Existait un lieu dont on parlait à voix basse et dont le souvenir se perpétue par les échos. Un lieu qui, disait-on, avait surgi des flots en parfaite harmonie, façonnés par la sagesse, la richesse et l'équilibre. Son nom, transmis à travers les siècles comme un rêve à demi oublié, était l'Atlantide. Parler de l'Atlantide, ce n'est pas commencer par des murs de pierre ou des temples dorés, mais par une pièce paisible de l'Athènes antique. Nous sommes au IVe siècle avant notre ère. Dehors, la ville vibre au rythme des sandales sur le marbre et au murmure lointain des débats publics. À l'intérieur, un philosophe vieillissant nommé Platon écoute le récit d'une histoire qui se déroule, non pour susciter la controverse, mais pour être transmise à la mémoire. Ce récit n'est pas de Platon lui-même. Il prend soin de le préciser. Il est antérieur à lui, antérieur à Athènes, antérieur même aux guerres qui ont façonné la mémoire grecque. Il nous dit qu'il lui vient de Solon, le grand législateur, qu'il a pris lors de ses voyages en Égypte. Là, parmi des temples plus anciens que n'importe quelle cité grecque, des prêtres évoquent une civilisation disparue, ayant existé 9000 ans avant l'époque de Solon. L'Atlantide, disait-il, était réelle. Dans le récit de Platon, l'histoire est contée avec douceur, sans urgence. Point d'emphase dramatique, point d'insistance à convaincre l'auditeur. Elle déferle comme une marée, lente et inéluctable, emportant les fragments d'un monde disparu. Elle n'est pas présentée comme un mythe, mais comme une histoire ancienne, sacrée, préservée par ceux qui ont perçu la mémoire ancestrale de la Terre. C'est ici que commence véritablement l'histoire de l'Atlantide. Non pas sous l'océan, mais dans la mémoire humaine. Les prêtres d'Égypte parlaient d'âge non pas mesuré en vies humaines, mais en cycles. Les civilisations naissent et s'effondrent, disait-il, comme les étoiles se déplacent dans le ciel. Des déluges surviennent, puis des incendies. L'humanité oubliait, puis recommençait. Et dans l'un de ces âges, bien avant que le monde que nous connaissons ne prenne forme, existait une grande île au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Au-delà de ce passage étroit entre les mers, s'étendait l'Atlantide, vaste et fertile, plus grande que la Libye et l'Asie réunies selon les récits anciens. Ce n'était pas un archipel dispersé, mais une terre unique et unifiée, traversée de rivières et de forêts, et bénéficiant d'un climat doux et équilibré. Le sol y était riche. Les saisons y étaient clémentées. La terre était offerte gratuitement à ses habitants. Pourtant, l'Atlantide était plus qu'une simple géographie. Elle était rendue visible. En son cœur se dressait une cité sans pareille, merveille d'architecture concentrique, bâtie dans une symétrie parfaite. Des anneaux de terre et d'eau s'alternent autour d'un centre sacré, chaque cercle relié par des ponts, chaque canal orienté selon un but précis. Les navires glissaient sans effort sur les canaux. Les rues suivaient des tracés mesurés. Rien n'était laissé au hasard. Ce dessin, nous dit Platon, n'était pas qu'esthétique. Il reflétait la conception atlante de l'équilibre entre nature et architecture, entre ambition humaine et ordre divin. Leur cité était le miroir du cosmos tel qu'ils le concevaient, structurée, harmonieux et vivante. Mais même dans ce récit le plus ancien, la description est empreinte de douceur, comme si le conteur connaissait déjà la fin. La beauté de l'Atlantide n'est jamais exagérée. Sapo factionist serene sans ostentation. Et sous l'admiration se cache une tension subtile. La conscience qu'aucune harmonie n'est éternelle. On disait que les origines de l'Atlantide étaient divines. Poséidon, dieu de la mer, tomba amoureux d'une mortelle nommée Clito. Pour la protéger, il façonna la terre autour de sa demeure, creusant des cercles dans la terre et les remplissant d'eau de mer.
De leur union naquirent 10 fils, chacun régnant sur une partie de l'île, unis par une loi et des liens du sang commun. L'aîné, Atlas, devint roi de tous, et c'est de lui que le pays tira son nom. Pendant des générations, les Atlantes vécurent selon les lois édictées par les dieux. Ils privilégient la sagesse à la conquête, la modération à l'excès. Leurs rois se réunissaient régulièrement au centre sacré, offrant des sacrifices, renouvelant leurs vœux et réglant les différends non par intérêt personnel, mais pour l'harmonie collective. L'or et l'argent abondaient, mais n'étaient pas vénérés. La technologie progresse, mais avec sagesse. Les Atlantes avaient compris une chose subtile. La prospérité sans équilibre porte en elle les germes de sa propre perte. Et pourtant, le temps s'écoule comme toujours. Platon nous raconte que lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commence à changer. La dimension divine chez les Atlantes s'estompa à chaque génération. L'ambition des mortels s'intensifia. L'équilibre qu'ils maintenaient jadis sans effort exigeait désormais un effort conscient, et finalement même cet effort finit par s'épuiser. Leur société devint puissante. Leurs navires sillonnèrent les mers. Leur influence s'étendit au-delà des océans, touchant des terres qui deviendraient un jour l'Europe et l'Afrique. Ce qui avait commencé comme exploration se mua en domination. Ce qui avait commencé comme confiance devint arrogance. Ce changement est décrit sans colère. Point de condemnation suelmentum constat. Tel un historien observant le changement de couleur des feuilles, Platon note cette transition avec une inévitabilité sereine. Les Atlantes, jadis guidés par la sagesse, s'enivrèrent de force. Et les dieux l'ont remarqué. Dans la conception antique du monde, l'intervention divine n'était ni soudaine ni cruelle. Elle était correcte, un retour à l'équilibre lorsque les mortels s'en étaient trop éloignés. Zeus, roi des dieux, convoqua le conseil divin. La décision fut prise non pas à la hâte, mais avec une intention solennelle. L'Atlantide tomberait. Non par la guerre, non par une invasion, mais par les forces de la terre elle-même. Des tremblements de terre secouèrent le pays. Des inondations montèrent. En une seule journée et une seule nuit de malheur, la grande île fut engloutie par la mer, disparaissant sous les vagues, comme si elle n'avait jamais existé. Il ne restait plus que le silence. Au-delà des colonnes d'Hercule, la mer était devenue impraticable, encombrée de boue et de débris. Les marins évitent. Le souvenir de l'Atlantide s'estompa de la mémoire collective, ne subsistant que sous forme de fragments, murmurés dans les temples, consignés dans des dialogues destinés à enseigner la vérité morale, autant que les faits historiques. Et ainsi, l'histoire nous parvient déjà lointaine, déjà adoucie par le temps. L'Atlantide devait elle être prise au pied de la lettre. Platon ne le dit jamais clairement. Ces dialogues sont par nature philosophiques, conçus pour explorer des idéaux à travers le récit. Pourtant, il insiste, à plusieurs reprises, sur la véracité de cette histoire qu'elle a été consignée par ceux qui se souviennent de l'époque où la Grèce était jeune et le monde encore plus ancien. Cette ambiguïté fait partie intégrante du pouvoir durable de l'Atlantide. Elle se situe à la frontière entre mythe et mémoire, histoire et mise en garde. Une civilisation très avancée, trop équilibrée, trop parfaite pour survivre à l'érosion lente de la nature humaine. Un rappel que même les plus grandes sociétés sont fragiles lorsqu'elles oublient les principes qui les ont façonnées. Au fil des siècles, l'Atlantide devint plus qu'un lieu. Elle devint un symbole. Pour certains, elle représentait une sagesse perdue. Pour d'autres, un châtiment divin. Pour beaucoup, elle demeurait simplement un mystère, une interrogation aux confins du monde connu. Mais dans ce premier chapitre, nous ne cherchons pas encore de réponse. Nous contemplons plutôt l'image d'une île sous les étoiles, des canaux reflétant le clair de lune,
des temples luisant doucement au centre d'anneaux concentriques. Nous écoutons l'écho lointain de voix portées à travers les millénaires, nous racontant qu'autrefois, quelque part au-delà de l'horizon, l'humanité atteignit un sommet qu'elle n'a jamais tout à fait retrouvé. Et tandis que la mer recouvre cette terre disparue, l'histoire de l'Atlantide entame son long voyage non pas vers les profondeurs, mais vers l'avant à travers le temps, portée par ceux qui refusent de la laisser s'effacer. Dans les chapitres suivants, nous suivrons ce parcours. À travers les philosophes antiques et les érudits médiévaux, à travers les explorateurs, les mystiques et les esprits modernes encore attirés par l'idée qu'un trésor a été perdu sous les flots. Pour l'instant, laissons les eaux rester calmes. L'île dort, et nous aussi peut-être. Chapitre 2. Platon et le souvenir d'un monde perdu. Lorsque l'île d'Atlantide disparut sous les flots, elle ne s'évanouit pas complètement. Elle subsista silencieusement, précieusement conservée dans la mémoire collective. Non pas celle des marins ou des rois, mais celle des érudits, ceux qui croyaient que le passé, lorsqu'on l'écoutait avec patience, pouvait encore parler. Des siècles après la chute supposée de l'Atlantide, la Grèce était un monde de penseurs. Ces cités s'élevaient non seulement sur des fondements de pierre, mais aussi sur des idées. Les questions y étaient essentielles. La vérité se recherchait par le dialogue, la réflexion et un doute raisonné. Et c'est au sein de cette culture que l'Atlantide a refait surface, non comme une légende chantée par les poètes, mais comme un héritage philosophique. Platon présente l'Atlantide dans 2 dialogues. Timère et Critia, ce ne sont pas des œuvres anodines. Ces dialogues datent de ces dernières années, écrits lorsque sa pensée s'était détournée des questionnements de sa jeunesse, pour se tourner vers une réflexion plus profonde sur la nature des sociétés idéales, la décadence morale et les longs cycles de l'histoire humaine. L'atmosphère est calme, presque intime. Un petit groupe d'hommes se réunit pour discuter de la structure de l'État parfait. Socrate est présent, mais reste largement silencieux. La conversation se déroule lentement, délibérément. Et puis, presque inopinément, Critia prend la parole. Il ne qualifie pas cette histoire de mythe. Au contraire, il insiste sur sa vérité. Critias explique que le récit de l'Atlantide lui est parvenu par son grand-père, qui le tenait de Solon, lequel l'avait appris de prêtres égyptiens de l'ancienne cité de Saïs. Ces prêtres, dit-il, possédaient des archives dont l'histoire remontait bien au-delà de la mémoire collective grecque, des archives préservées malgré les inondations et les catastrophes qui ont maintes fois effacé l'histoire grecque. Vous autres Grecs, vous êtes comme des enfants, auraient dit les prêtres à Solon. Vous ne vous souvenez que d'un seul déluge, alors qu'il y en a eu beaucoup. À ce moment précis, Platon introduit une idée puissante. L'histoire est fragile. Les civilisations peuvent être effacées non seulement par le temps, mais aussi par une catastrophe. Ce dont nous nous souvenons n'est pas l'intégralité de ce qui a jamais existé. Dans ce récit, l'Atlantide devient le témoignage d'âges oubliés. L'Égypte de Platon n'est pas qu'un simple décor, elle est un symbole de continuité. Là où la Grèce concevait le progrès en générations, l'Égypte le concevait en millénaires. Leurs temples étaient des bibliothèques de pierre. Leurs prêtres étaient les gardiens d'une chronologie plus ancienne, celle où l'Atlantide avait jadis été connue, cartographiée et pleurée. L'Atlantide décrite par Platon est remarquablement détaillée. Il évoque des mesures précises, la largeur des canaux, la hauteur des murs, les matériaux de construction. Il cite des métaux, dont l'orichalque, une substance qui, disait-on, brillait comme le feu et dont la valeur n'était surpassée que par celle de l'or. Il décrit les lois gravées sur les piliers, les rituels royaux et le partage ordonné des terres entre les citoyens. Ce niveau de précision a intrigué les lecteurs pendant plus de 2000 ans. Pourquoi un philosophe inventerait-il de tels détails si le récit n'était qu'une allégorie? Pourquoi ancrer le récit dans la géographie
la généalogie et l'ingénierie si son but était purement symbolique. Certains affirment que Platon a agi ainsi pour renforcer son propos moral. D'autres pensent qu'il préserverait un fragment d'une œuvre plus ancienne, un récit qu'il ne comprenait pas pleinement lui-même, mais qu'il se sentait obligé de consigner. Platon ne retourne jamais à l'Atlantide après Chrétien, le dialogue s'interrompt brutalement en plein milieu d'une phrase, comme si le récit lui-même était brutalement coupé, reflétant peut-être la destruction soudaine qu'il décrit. Il n'y a ni conclusion, ni réflexion sur les conséquences, ni synthèse philosophique. L'Atlantide s'arrête tout simplement, ce silence a alimenté d'innombrables spéculations. Platon avait-il l'intention de poursuivre son récit? La fin a-t-elle été perdue? Ou bien ce caractère inachevé était-il intentionnel, un rappel que certaines histoires demeurent à jamais incomplètes? Ce qui est clair, c'est que Platon aborde l'Atlantide avec un sérieux inhabituel. Il l'intègre à ses réflexions sur la loi divine, le gouvernement idéal et la chute des civilisations. L'Atlantide n'est pas un divertissement, mais un avertissement subtilement intégré au discours philosophique. Dans la vision platonicienne du monde, les sociétés s'élèvent lorsqu'elles sont guidées par la raison et la vertu, et s'effondrent lorsqu'elles sont corrompues par l'excès et l'orgueil. L'Atlantide illustre parfaitement ce schéma. Elle naît comme une civilisation d'inspiration divine, équilibrée et sage. Au fil du temps, la nature humaine prenant le pas sur la retenue divine, elle s'écroule sous son propre poids. Pourtant, Platon ne se réjouit pas de sa destruction. Ce récit ne présente aucun triomphe, aucun sentiment de justice rendue. Au contraire, la chute de l'Atlantide est présentée comme tragique, inévitable et profondément humaine. Les dieux agissent non par cruauté, mais par nécessité. L'équilibre doit être rétabli. Pour le public de Platon, ce message aurait eu un écho profond. Athènes elle-même avait connu la gloire et le déclin. Des empires se sont élevés et sont tombés de mémoire d'hommes. La guerre du Péloponnèse avait montré à quelle vitesse le pouvoir pouvait s'effondrer lorsque l'ambition l'emportait sur la sagesse. L'Atlantide n'était donc pas un fantasme lointain, mais un miroir. À mesure que les dialogues de Platon se répandaient dans le monde antique, l'histoire de l'Atlantide voyageait avec eux. Les érudits en débattent du sens. Les étudiants mémorisent des passages. Les philosophes y faisaient référence avec prudence, ne sachant pas s'il fallait la considérer comme un fait historique, un mythe, ou quelque chose entre les deux. Aristote, disciple de Platon, aurait rejeté l'idée de l'Atlantide, faisant remarquer que celui qui l'a inventée l'a aussi détruite. Pourtant, même ce scepticisme n'a pas fait disparaître le récit. Au contraire, il a suscité un vif intérêt. Pour chaque penseur qui doutait de l'existence de l'Atlantide, un autre s'interrogeait sur les raisons qui avaient poussé un tel récit à être conté. À l'époque romaine, l'Atlantide était connue, mais rarement développée. Des auteurs comme Pline l'Ancien mentionnaient les anciens mythes du déluge, tandis que d'autres intègrent l'Atlantide à des discussions plus générales sur les terres perdues et les cités englouties. Son histoire demeurait en marge du savoir établi, jamais pleinement accepté, jamais totalement oublié. Et à mesure que le monde classique s'estompe, l'étude approfondie des textes de Platon s'est également estompée. Les manuscrits furent copiés, mais peu de gens purent les lire. La philosophie grecque se réfugia dans les monastères et les bibliothèques lointaines. L'Atlantide sombra à nouveau dans le sommeil, préservée par l'encre et la mémoire, attendant un monde prêt à se poser de nouveau les questions ancestrales. Mais même dans le silence, l'idée a perduré. L'idée qu'une grande civilisation ait existé avant l'histoire écrite remettait en question des certitudes bien ancrées. Elle laissait entendre que le passé de l'humanité était plus profond, plus complexe et plus cyclique que ne le permettaient les récits linéaires. Elle suggérait que le progrès n'était pas acquis, que le savoir pouvait se perdre aussi facilement qu'il s'était acquis.
Ces idées allaient ressurgir avec force des siècles plus tard. Pour l'heure, l'Atlantide demeurait figée dans les mots de Platon, en équilibre entre philosophie et possibilité. Pas encore une destination pour les explorateurs. Pas encore un étendard pour les mystiques. Simplement une histoire, contée à voix basse, par un homme qui croyait que le passé avait encore des leçons à nous apprendre pourvu qu'on sache l'écouter attentivement. Et le souvenir attendait, patient, immobile. Telle une cité sous des eaux calmes, préservée du temps, attendant le prochain courant qui viendra la remuer à nouveau. Chapitre 3. Écho du monde antique. Alors que la voix de Platon s'éteignait dans le long couloir de l'histoire, l'Atlantide ne disparut pas avec elle. Au contraire, le récit s'est ancré dans la mémoire collective du monde antique, où il persistait discrètement, rarement évoqué à voix haute, mais jamais totalement oublié. Tel un rêve à demi oublié, il refait surface de temps à autre dans les écrits d'érudits qui présentaient qu'en dessous de sa surface paisible se cachait une question en suspens. Dans les générations qui suivirent Platon, les penseurs grecs abordèrent l'Atlantide avec prudence. La philosophie, après tout, n'était pas l'art de croire, mais celui de questionner. Accepter l'Atlantide sans l'examiner paraissait imprudent, la rejeter entièrement semblait prématuré. Ainsi, le récit occupait une position intermédiaire délicate. Ni canon, ni curiosité, mais une simple possibilité. Les Grecs de l'Antiquité connaissaient bien les mondes disparus. Leurs mythes regorgeaient d'âges révolus et de peuples oubliés. L'âge d'or d'Hésiode, le déluge de Deucalion, les héros déchus des épopées d'Homère. L'Atlantide s'intégrait parfaitement à ce paysage, tout en se distinguant par un élément. Elle était conçue non comme un mythe, mais comme un souvenir. Cette distinction était importante. Tandis que les poètes évoquent Dieu et monstres, Platon parlait de mesure, de loi et de géographie. Son Atlantide était gouvernée par des rois, non par des titans. Sa chute n'était pas due à un caprice divin, mais à un déséquilibre moral. Pour les érudits versés dans la logique et la rhétorique, cela rendait le récit plus difficile à catégoriser et donc plus difficile à ignorer. Certains en cherchaient des parallèles. Ils comparent l'Atlantide à des lieux réels qu'ils connaissaient. L'île de Terra, ravagée par une éruption volcanique. Les cités côtières d'Asie mineure, englouties par des tremblements de terre, les marins d'Égypte recouverts par le Nil. Ils savaient qu'une catastrophe pouvait anéantir des communautés entières en une seule génération. Pourquoi pas une île? D'autres regardaient vers l'ouest, vers les confins du monde connu. Au-delà des colonnes d'Hercule s'étendait l'océan Atlantique, une immense étendue méconnue que peu osaient traverser. Il était facile d'imaginer que quelque chose y avait jadis existé, désormais enfoui sous les flots mouvants et les sédiments. Malgré ces spéculations, l'Atlantide demeura largement intacte, sans expansion ni embellissement. Aucun détail nouveau ne fut ajouté. Aucun récit concurrent n'émergea. L'histoire resta telle que Platon l'avait laissée, précise, autonome et irrésolue. Cette retenue est révélatrice. À une époque où l'art de raconter des histoires était roi, l'Atlantide ne fut ni transformée en épopée poétique, ni en drame théâtral. Elle ne s'intégra pas au culte religieux ni aux légendes locales. Elle demeura presque exclusivement un sujet de réflexion philosophique, un point de référence discret pour les discussions sur l'éthique, la gouvernance et le déclin. Les érudits romains ont hérité de cette approche prudente. Des auteurs comme Cicéron admirent le style et l'intelligence de Platon, même s'ils abordent rarement la question de l'Atlantide de front. Pour les Romains, l'histoire était un outil de politique, un moyen de comprendre le pouvoir et les précédents. L'Atlantide, de par son statut ambigu, présentait peu d'intérêt immédiat. Et pourtant, les Romains étaient eux aussi fascinés par les catastrophes. Ils consignent les tremblements de terre, les inondations et les présages avec une méticulosité extrême. Pline l'Ancien,
Dans son ouvrage Histoire naturelle, il a répertorié des récits de terres englouties par la mer et de cités disparues du jour au lendemain. Il ne nommait pas l'Atlantide, mais son œuvre reflétait la même idée. La terre est instable et les constructions humaines sont éphémères. D'autres auteurs ont parlé plus ouvertement des terres submergées. Le philosophe Posidonius suggéra que l'océan Atlantique était jadis navigable et que des terres au-delà existaient peut-être. L'historien Diodore de Sicile rapporta des récits d'îles antiques, riches et fertiles, situées dans la mer occidentale et aujourd'hui disparues. Ces témoignages ne constituaient pas des confirmations directes de l'existence de l'Atlantide, mais ils formaient un consensus discret. Le monde avait changé et beaucoup avait été perdu. Au fil des siècles, l'Atlantide s'éloigna peu à peu des centres intellectuels. La chute de l'Empire romain d'Occident rompit la continuité du savoir. Des bibliothèques brûlèrent, des routes s'effondrèrent. Les textes grecs devinrent rares en Europe, n'étant conservés que sous forme de fragments ou de traductions. Pourtant, l'histoire n'est pas morte. Dans l'Empire romain d'Orient, ce que nous appelons aujourd'hui Byzance, les œuvres de Platon furent copiées et étudiées avec soin. Les érudits y préservèrent la langue grecque et son héritage philosophique à travers des siècles tumultueux. L'Atlantide demeurait présente, intacte, telle une chambre scellée au sein d'une structure familière. Parallèlement, durant l'âge d'or islamique, les dialogues de Platon connurent un nouvel essor. Les érudits arabes ont traduit et commenté la philosophie grecque, l'intégrant à leurs propres traditions intellectuelles. Des penseurs comme Al-Farabi et Avicenne se sont profondément intéressés aux idées de Platon sur les sociétés idéales et la décadence morale. Si l'Atlantide elle-même était rarement mise en avant, les thèmes sous-jacents de l'histoire cyclique et du savoir perdu ont trouvé un écho puissant. L'idée que l'humanité ait jadis possédé une sagesse supérieure et l'ait perdue s'inscrivait naturellement dans les cultures qui valorisent la préservation et le savoir. L'Atlantide, qu'elle soit littérale ou symbolique, devint un emblème discret de cette perte. À travers ces cultures, un schéma est resté constant. L'Atlantide n'a jamais été exagérée. Aucun dragon ne gardait ses ruines. Aucun survivant n'a échoué sur le rivage pour raconter de nouvelles histoires. Le récit est resté remarquablement sombre, fidèle à sa version originale. Cette constance suggère quelque chose de profond. L'Atlantide était respectée. Ce n'était pas du divertissement. Ce n'était pas du folklore. C'était une expérience de pensée empreinte de prudence, d'humilité et de mémoire. Et pourtant, quelque chose de subtil commença à changer lorsque le monde médiéval céda la place à l'ère moderne. Les cartes s'étendirent. Les horizons s'élargirent. Les marins s'aventurèrent plus loin en territoire inconnu. L'océan Atlantique, jadis une frontière, devint une voie de passage. Et tandis que les navires traversaient des eaux autrefois considérées comme infranchissables, une question commença à germer d'abord discrète, puis persistante. Si le monde était plus vaste qu'on ne l'imaginait, quelles heures qui auraient pu être oubliées d'autres? Les textes anciens étaient toujours là. Les mots de Platon étaient restés échangés. Mais le contexte, lui, avait évolué. Pour la première fois depuis des siècles, l'Atlantide n'était plus seulement une idée philosophique. Elle devenait une curiosité géographique. L'écho de l'Atlantide, longtemps contenu dans les manuscrits et les monastères, commença à résonner au-delà des pages. L'histoire, en sommeil mais intacte, était prête à se manifester à nouveau, hors du monde antique, pour entrer dans une ère d'exploration, de spéculation et de redécouverte. Sous la surface calme de l'histoire, les eaux commençaient à s'agiter. Chapitre 4. Le silence médiéval et le mythe du sommeil. Il existe des périodes dans l'histoire où les récits s'estompent, non pas parce qu'ils sont oubliés, mais parce que le monde est ailleurs. Pour l'Atlantide, le Moyen Âge fut une telle période.
le récit ne disparut pas, ni ne fut activement recherché. Il demeura enfoui dans la mémoire collective, préservé sans être perturbé, tel un manuscrit précieusement conservé sur une étagère. Au Moyen Âge, en Europe, le rythme de la vie était rythmé par la foi, la survie et la tradition. Le savoir circulait dans les monastères, où les moines s'employaient patiemment à recopier les textes à la lueur des bougies. Ces scribes n'étaient pas des avides de connaissances, mais des gardiens de la continuité. Leur mission était la préservation, non l'interprétation. Les œuvres de Platon ont survécu dans ce contexte, bien que souvent sous forme incomplète. Les dialogues contenant l'Atlantide étaient connus, mais peu lus. Les traductions latines privilégient la philosophie morale de Platon plutôt que ses récits cosmologiques ou historiques. L'Atlantide, de par son statut ambigu, est restée largement inexplorée. La vision du monde médiéval n'était pas hostile au monde disparu, elle ne leur accordait simplement pas la priorité. L'histoire était appréhendée selon une chronologie sacrée. Le temps commençait avec la création et s'écoulait inexorablement vers le jugement divin. Les événements extérieurs à ce cadre étaient difficiles à situer. Une civilisation antérieure au récit biblique, détruite par une catastrophe naturelle plutôt que par décret divin, se trouvait en marge de la pensée communément admise. Et ainsi l'Atlantide dormit. Mais au-delà de l'Europe, l'histoire a trouvé des courants plus tranquilles. Dans le monde islamique, le savoir connaît un essor remarquable. Les textes anciens furent traduits, débattus et enrichis avec un soin exceptionnel. La philosophie grecque ne fut pas seulement préservée, mais intégrée à des systèmes de connaissances plus vastes englobant l'astronomie, la médecine et la géographie. Platon était connu ici non pas comme un philosophe païen, mais comme un chercheur de vérité. Si l'Atlantide elle-même a rarement été au centre des préoccupations des érudits musulmans, l'idée de civilisation disparue n'était pas étrangère à ce sujet. Le Coran évoque des peuples anciens effacés par le temps, des cités enfouies sous le sable, des signes laissés pour ceux qui méditent. L'histoire, dans cette perspective, était faite de straight, ses leçons inscrites dans la ruine et l'absence. Certains géographes islamiques du Moyen Âge spéculaient sur l'existence de terres au-delà des mers connues. Ils décrivaient des îles, enveloppées de brume, inaccessibles et inexplorées. Elles n'étaient pas nommées Atlante, mais elles faisaient écho à la même possibilité discrète, que le monde ait jadis recélé bien plus qu'il n'en révélait aujourd'hui. En Europe, des références ponctuelles à l'Atlantide ont fait surface dans des endroits inattendus. Un érudit pouvait l'évoquer au passage comme un exemple de l'imagination débordante de Platon. Un chroniqueur pouvait faire allusion à un grand déluge, citant des autorités antiques. Ces moments étaient brefs, mesurés et rarement approfondis. L'Atlantide était mentionnée, puis discrètement mise de côté. Cette retenue n'était pas née de l'incrédulité, mais du respect. Les penseurs médiévaux abordent les sources antiques avec humilité. Le passé ne devait pas être réinventé, mais seulement respecté. Embellir l'Atlantide aurait été présomptueux. La remettre ouvertement en question aurait semblé superflu. Et ainsi l'histoire reste intacte, protégée de toute déformation par l'indifférence. Mais le monde médiéval n'était pas statique. Lentement, presque imperceptiblement, le changement commença à se propager. Les routes commerciales s'étendirent. Les traductions se multiplièrent. La redécouverte des textes classiques s'accéléra. À la fin du Moyen Âge, l'Europe vibrait d'une nouvelle énergie intellectuelle. Les chercheurs ont commencé à se tourner vers le passé non seulement pour préserver, mais aussi pour comprendre. On lut plus attentivement Platon. Les textes grecs furent étudiés dans leur langue originale. Le monde antique, autrefois lointain et idéalisé, devint un objet d'étude à examiner d'un œil neuf. Dans ce contexte, l'Atlantide commença à s'éveiller.
La question n'était plus simplement de savoir si l'histoire était vraie ou symbolique. Elle était de devenir plus troublante. Et si les anciens savaient des choses que nous avons oubliées? Cette question recélait une force tranquille. Elle remettait en cause l'idée d'un progrès linéaire. Elle suggérait que le savoir pouvait se perdre et pas seulement s'acquérir. Que des civilisations pouvaient atteindre des sommets et s'effondrer si brutalement que leurs réalisations disparaissent de la mémoire collective. L'Atlantide correspond parfaitement à cette possibilité troublante. Avec l'avènement de l'humanisme de la Renaissance, le silence médiéval qui entourait l'Atlantide commença à se dissiper. Le récit avait été préservé intact, attendant patiemment un monde prêt à le redécouvrir. Comme un dormeur sous des eaux calmes, l'Atlantide n'avait pas bougé. Mais le cours de l'histoire était en train de changer. Et bientôt la curiosité reviendrait non pas doucement mais avec force, tirant l'Atlantide de son long sommeil et la plongeant dans l'imagination agitée d'un monde redécouvrant son passé. Chapitre 5. La curiosité de la Renaissance et le retour de l'Atlantide. L'avènement de la Renaissance ne fut pas soudain. Il se déploya comme la lumière du matin, éclairant peu à peu des pans du passé longtemps restés dans l'ombre. Les textes anciens, jadis jalousement gardés, et tous, furent rouverts. Les érudits lisaient non seulement pour préserver, mais aussi pour questionner, comparer et redécouvrir. Et dans ce climat de curiosité renouvelée, l'Atlantide émergea de son long sommeil. Les dialogues de Platon étaient désormais lus avec une attention renouvelée. Les humanistes, versés dans la langue et l'histoire, se sont penchés avec attention sur les sources grecques. Ils ont relevé des détails que les lecteurs précédents avaient négligés. Mesure, direction, nom. L'Atlantide n'était plus seulement un exemple philosophique, mais un récit à la dimension géographique concrète. La question a subtilement changé de formulation. Que signifie Atlantie? Mais où cela aurait-il pu se trouver? Ce changement a marqué un tournant dans le long parcours de cette histoire. Les penseurs de la Renaissance vivaient dans un monde en expansion. L'océan Atlantique, jadis craint et inconnu, est devenu une voie de découverte. De nouvelles terres étaient découvertes, vastes, fertiles et totalement absentes des cartes classiques. Chaque nouveau littoral remettait en question les certitudes antiques. Si des continents entiers pouvaient rester cachés pendant des millénaires, alors peut-être que l'île de Platon n'était pas impossible après tout. Certains érudits ont commencé à suggérer que Atlantie pouvait symboliser les Amériques nouvellement découvertes. Le calendrier ne correspondait pas parfaitement, mais la tentation était forte. Une vaste terre au-delà de la mer occidentale, riche et immense, inconnue des anciens. Pouvait-il s'agir de ce que Platon avait décrit? D'autres se montraient plus prudents. Ils se replongèrent dans le texte de Platon en analysant les indices avec une précision chirurgicale. Les colonnes d'Hercule furent identifiées au détroit de Gibraltar. L'Atlantide devait donc se situer au-delà, non pas en Méditerranée, mais en plein Atlantique. Ce seul fait réduit considérablement le champ des possibles. Les cartes sont devenues des outils de spéculation. Les cartographes commencèrent à annoter leurs cartes d'îles provisoires, certaines nommées, d'autres laissées vierges mais suggestives. Il ne s'agissait pas d'affirmation, mais d'invitation à s'interroger. La mer elle-même semblait murmurer qu'elle recélait encore des secrets. Dans le même temps, les penseurs de la Renaissance étaient profondément attachés à l'idée de sagesse perdue. Ils croyaient que les anciens possédaient un savoir que l'humanité moderne commençait à peine à retrouver. Les mathématiques, l'astronomie, la philosophie. L'Atlantide devait le symbole de cette croyance. Une civilisation ayant atteint des sommets remarquables avant d'être effacée par le temps et les catastrophes. Ainsi, l'Atlantide servait à la fois d'imagination et d'humilité. Cela a rappelé aux érudits que la grandeur pouvait disparaître, que le progrès était fragile et que la véritable tâche de notre époque résidait peut-être dans la restauration
et non dans l'invention. L'idée n'a pas fait l'unanimité. Certains ont soutenu avec force que Atlantide était une allégorie morale, un récit construit pour illustrer les dangers de l'excès et de l'orgueil. Ils ont relevé des incohérences, remis en question la chronologie et mis en garde contre une interprétation littérale. Pourtant, même les sceptiques ont contribué à la renaissance de l'Atlantide. En débattant de cette histoire, ils l'ont maintenue vivante. En questionnant sa réalité, ils ont accentué son mystère. L'Atlantide prospérait non pas grâce à la croyance, mais grâce à l'attention qu'elle suscitait. L'une des figures les plus influentes de cette période fut Marcille Ficet, le philosophe florentin qui traduisit Platon en latin. Ficet abordait l'Atlantide avec respect. Sans insister sur son existence physique, il ne la rejetait pas non plus. Pour lui, l'Atlantide symbolisait la chute d'une civilisation spirituellement unie, un thème en parfaite résonance avec les préoccupations de la Renaissance concernant le déclin moral. Par l'intermédiaire de Ficet et d'autres comme lui, l'Atlantide s'est intégrée à la pensée européenne. Elle s'est manifestée dans des discussions philosophiques, des lettres privées et des débats savants. Toujours contenue, toujours ancrée à Platon, mais désormais libéré de son sommeil. Et puis, discrètement, il franchit un autre seuil. La Renaissance fut aussi une époque d'ambition. Les royaumes recherchaient le prestige. Les monarques finançaient les explorations non seulement pour le commerce, mais aussi pour la postérité. L'idée de découvrir une civilisation perdue plus ancienne et plus grandiose que toutes celles connues exerçait un attrait indéniable. L'Atlantide commença à glisser du bureau de l'érudit vers l'horizon de l'explorateur. L'histoire n'avait pas encore viré à l'obsession. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, elle restait en équilibre, entre récit et possibilité. Un rappel que le passé était plus profond qu'on ne le croyait, et que l'océan, vaste et patient, recélait peut-être encore des vérités que l'humanité n'avait pas encore mérité de découvrir. Alors que la Renaissance cédait la place au début de l'ère moderne, l'Atlantide se trouvait à l'aube d'une ère nouvelle. Le silence n'est plus de mise, pas encore déformé. À la croisée du souvenir et de la découverte. Les eaux qui s'étendaient devant nous n'étaient plus calmes. Chapitre 6. L'ère des explorations et la recherche au-delà de l'horizon avec l'avènement de l'ère des grandes découvertes. L'océan cesse d'être une frontière pour devenir une promesse. Les navires ne longeaient plus les côtes familières, mais s'aventurent hardiment en haute mer, guidés par les étoiles, les instruments et une foi inébranlable en l'inconnu. À chaque voyage vers l'ouest, l'Atlantide semblait plus proche, non pas en distance, mais par l'imagination. L'océan Atlantique, jadis craint comme un lieu de monstres et d'obscurité sans fin, se métamorphosa en un royaume de possibles. Les marins revenaient chargés d'histoires de rivages lointains, de peuples étranges et de terres si vastes qu'elles défient les lois de la géographie. Le monde, semblait-il, était bien plus grand que ce que l'on nous avait appris. Et si les anciens s'étaient trompés sur la taille du monde, qu'auraient-ils pu mal comprendre d'autres? Cette question hantait les premiers explorateurs et les érudits qui suivaient de près leur voyage. Les écrits de Platon sont relus avec une intensité renouvelée. Sa description d'une vaste contrée au-delà des colonnes d'Hercule ne sonnait plus symbolique, mais bien géographique. Certains commencèrent à se demander si l'Atlantide n'avait pas été une étape transitoire entre les mondes. Les cartes du XVIe siècle reflètent cette incertitude. Des îles apparaissent et disparaissent d'une carte à l'autre, désignées par des noms tels qu'Antilia, Ybrasil et l'île des Sept Cités. Ces terres fantômes n'étaient pas tant des inventions que des représentations, reconnaissant que l'océan n'avait pas encore livré tous ses secrets. L'Atlantide planait parmi eux, sans nom mais sous-entendu. Les explorateurs eux-mêmes affirment rarement avoir découvert l'Atlantide. Leur récit était pragmatique et s'intéressait au vent, aux courants et aux côtes. Pourtant,
Les terres qu'il décrivait luxuriantes, fertiles et abondantes faisaient écho à la vision de Platon. Les rivières coulaient généreusement. Les forêts s'étendent à perte de vue. La terre semblait jeune et puissante. Pour les lecteurs européens, ces descriptions avaient un air de déjà-vu. Certains ont émis l'hypothèse que Atlantide n'avait pas sombré entièrement, mais s'était fragmenté, ses vestiges dispersés à travers l'Atlantique. D'autres ont avancé que les Amériques elles-mêmes étaient Atlantis, transformées par le temps et les catastrophes au point d'être méconnaissables. Ces théories ont fait l'objet de vifs débats, toujours empreints de prudence. Déclarer l'Atlantide découverte aurait exigé des preuves bien plus solides que celles que les explorateurs pouvaient fournir. Néanmoins, l'idée que l'Atlantide puisse être découverte et non plus seulement théorique a marqué un tournant majeur. L'Atlantide avait fait son entrée dans le monde physique. Parallèlement, cette époque était profondément marquée par la destruction. Des civilisations indigènes entières furent confrontées et, tragiquement, anéanties en quelques décennies. Des villes tombèrent. Le savoir est perdu. Face à une telle dévastation, les avertissements de Platon résonnèrent d'une actualité troublante. Si les sociétés avancées peuvent s'effondrer si rapidement aujourd'hui, pourquoi pas par le passé? Les catastrophes naturelles, elles aussi, ont renforcé cette possibilité. Des tremblements de terre ont rasé des villes. Des tsunamis ont remodelé les côtes. Des volcans ont obscurci le ciel et effacé des villages en quelques jours. La terre s'est révélée non comme un sol stable, mais comme une force vivante capable de changements soudains. L'existence de l'Atlantide ne semblait plus invraisemblable. Mais l'exploration s'est accompagnée d'exagérations. Les récits des voyageurs s'enrichissent au fil des transmissions. Les merveilles se multipliaient. La vérité se mêlait au spectacle. L'Atlantide, toujours ancrée dans le ton sombre de Platon, commença à attirer des idées qui dépassent largement sa forme originelle. Certains auteurs imaginaient les Atlantes comme des navigateurs hors pair, des maîtres de la sagesse ancestrale qui ont semé la civilisation à travers le monde. D'autres les concevaient comme des bâtisseurs de mégalithes, leur savoir étant inscrit dans des cercles de pierre et des pyramides. Ces idées étaient séduisantes, mais spéculatives. L'Atlantide commençait à se transformer, non pas dans le texte de Platon, mais dans l'esprit de ceux qui voulaient qu'elle soit plus qu'une simple leçon. L'île devint une toile sur laquelle se projetaient espoir, crainte et ambition. Pourtant, la retenue n'avait pas encore disparu. Les érudits les plus sérieux ont continué d'insister sur la prudence. Ils ont rappelé aux lecteurs que le récit de Platon était unique et qu'aucune source antique indépendante ne confirmait directement l'existence de l'Atlantide. Ils ont exhorté à la patience, à l'humilité et au respect de l'incertitude. Mais la marée montait. Avec le passage des navires sur les océans et le redressement des continents, l'Atlantide ne pouvait plus rester immobile. Elle s'inscrivait désormais dans une problématique plus vaste concernant le passé de l'humanité. La civilisation a-t-elle progressé de manière constante, ou a-t-elle connu des hauts et des bas au gré de cycles oubliés? Cette question ne ferait que se faire plus pressante. Pour l'heure, l'Atlantide dérivait au gré des courants de l'exploration tantôt entrevus, tantôt obscurcis, n'étant plus cantonnée à la philosophie, mais pas encore revendiquée par le fantastique. L'horizon s'était élargi, et avec cela, le mystère s'épaissit. Chapitre 7. La raison des Lumières et la lutte entre mythe et science avec le passage de l'ère des grandes découvertes aux Lumières, la démarche intellectuelle évolua. La curiosité demeurait, mais elle était désormais tempérée par un nouvel attachement à la raison. L'observation remplaça la spéculation. Les preuves prennent toute leur importance. Le monde naturel n'était plus interprété par la seule émerveillement, mais par la mesure, la classification et l'expérimentation. Dans ce nouveau climat intellectuel, l'Atlantide était confrontée à son plus grand défi.
l'esprit des Lumières exigeait des preuves. Philosophes et scientifiques s'efforcent de distinguer le mythe de l'histoire, l'allégorie du fait. Les textes anciens étaient scrutés non seulement pour leur sagesse, mais aussi pour leur exactitude. Platon, jadis vénéré presque sans réserve, était désormais examiné avec un scepticisme rigoureux. L'Atlantide est-elle un fait historique ou simplement un récit façonné à des fins philosophiques? Nombre de penseurs des Lumières privilégient cette dernière interprétation. Ils soutenaient que Platon, maître de la rhétorique et de l'enseignement moral, avait façonné l'Atlantide comme un contre-exemple idéalisé à Athènes. Son ascension et sa chute illustrent des leçons intemporelles sur la vertu, le gouvernement et le déclin. L'absence de preuves corroborantes, affirme Indyle, était révélatrice. La géologie, encore à ses balbutiements, commença à proposer des explications alternatives. Les scientifiques ont observé que la Terre évoluait lentement. Les montagnes se sont formées au fil des millénaires. Les mers ont reculé et avancé, mais pas avec une violence suffisante, semble-t-il, pour engloutir les continents du jour au lendemain. Des catastrophes se sont produites, certes, mais à une échelle moindre que celle décrite par Platon. Pour le rationaliste, l'Atlantide paraissait de plus en plus improbable. Pourtant, l'histoire n'a pas disparu. Au lieu de cela, elle s'est adaptée. Certains érudits des Lumières ont réinterprété l'Atlantide à travers le prisme de l'histoire naturelle. Peut être l'expression platonicienne « un seul jour et une seule nuit », relevait-elle de l'exagération poétique. Peut-être l'Atlantide n'est-elle pas un continent, mais une grande île. Peut-être sa destruction scintille, étalée sur plusieurs générations, pour n'être perçue plus tard que comme un événement soudain. Il s'agissait de compromis, de tentatives, pour préserver l'essence du récit, tout en l'adaptant aux nouvelles connaissances scientifiques. D'autres ont puisé leur inspiration dans des événements réels. L'éruption volcanique de Terra, qui avait dévasté la civilisation minoenne des siècles avant Platon, suscita un regain d'intérêt. Ses cendres avaient obscurci le ciel. Son tsunami avait ravagé les côtes. Des villages entiers furent ensevelis. Cette catastrophe aurait-elle pu traverser les âges, se transformer en légende de l'Atlantide? L'idée était séduisante. Terra était une cité avancée, maritime et subite. Son histoire, transmise oralement, aurait pu parvenir à Platon sous une forme altérée. Pour les penseurs des Lumières, cette explication paraissait d'une rationalité satisfaisante, un pont entre le mythe et la réalité. Cependant, cela n'explique pas tout. L'Atlantide de Platon se situait au-delà des colonnes d'Hercule, et non dans la mer Égée. Son étendue était immense, sa structure politique était précise. Les parallèles, bien que intrigants, étaient imparfaits. Le débat s'est poursuivi. Ce qui a particulièrement contribué à la pérennité de l'Atlantide durant le siècle des Lumières, c'est son utilité comme sujet d'expérience de pensée. Même ceux qui rejettent son existence physique reconnaissaient sa valeur philosophique. L'Atlantide est devenue un cas d'étude sur la formation des mythes, la mémoire collective et l'évolution du savoir. C'est ainsi que Atlantie a survécu au scepticisme en devenant une source d'enseignement. Elle a également bénéficié de la fascination des Lumières pour les origines. Les érudits recherchaient les débuts du langage, de la religion et de la société. Ils ont élaboré des théories sur les hommes primitifs, les migrations anciennes et les époques perdues du développement. Dans ces discussions, l'Atlantide apparaît comme une hypothétique civilisation primitive, peut être un ancêtre de cultures ultérieures. Non prouvé mais pas impossible. La tension entre imagination et preuve est devenue la caractéristique déterminante de l'héritage des Lumières en Atlantide. Trop détaillée pour être totalement écartée. Trop peu étayée pour être acceptée d'emblée. Et ainsi elle reste en suspens entre croyance et incrédulité. Avec la progression des Lumières, la science gagna en assurance.
le temps géologique s'étendit. Les fossiles révélèrent une histoire profonde. Le passé de l'humanité devint plus long, plus étrange et plus complexe que quiconque ne l'avait imaginé. Paradoxalement, cela rendait l'Atlantide à la fois moins probable et plus tentante. Si la Terre était plus ancienne qu'on ne le pensait, les civilisations anciennes pourraient l'être aussi. Si les paysages ont évolué sur des échelles de temps considérables, les mers pourraient receler bien plus de choses qu'on ne l'imaginait. La porte n'était pas fermée. Il a été réduit. L'Atlantide, à l'aube des Lumières, fut métamorphosée, non plus comme une destination à atteindre, mais comme une question à explorer. Un rappel que, même à l'ère de la raison, certains mystères demeurent insolubles. Et dans ces espaces de calme entre certitude et doute, l'Atlantide continuait d'attendre toujours aussi patiente le prochain tournant dans la compréhension humaine. Chapitre 8. Le romantisme et le rêve des âges d'or perdus avec l'assouplissement de la rigueur rationnelle. Une nouvelle sensibilité commença à émerger. Là où les Lumières avaient recherché l'ordre, le romantisme accueillait le mystère. Là où la science avait réduit le monde à des catégories et des démonstrations, l'imagination s'élargissait à nouveau, réintroduisant l'émotion, l'intuition et le désir dans l'histoire humaine. Dans ce contexte changeant, l'Atlantide trouva un terrain fertile. Les penseurs romantiques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle étaient fascinés par l'idée d'âge d'or perdu. Ils croyaient que la modernité, malgré tous ses progrès, avait coupé l'humanité de quelque chose d'essentiel. Une harmonie ancestrale entre les hommes, la nature et l'esprit. Le passé n'était plus seulement un objet d'analyse, il était devenu un sujet de deuil. L'Atlantide devint un symbole de cette perte. Poètes, philosophes et artistes se tournèrent vers le passé avec nostalgie. Les ruines inspiraient la réflexion. Les mythes anciens étaient revisités, non comme des erreurs à corriger, mais comme des vérités exprimées par un langage symbolique. La chute de l'Atlantide, jadis un avertissement philosophique, résonnait désormais émotionnellement, comme une tragédie, une lamentation, un murmure de ce que l'humanité avait pu devenir. À cette époque, l'Atlantide n'était plus cantonnée au débat académique. Elle est apparue dans la poésie et la prose, dans les peintures et les essais spéculatifs. Les écrivains imaginaient ces cités resplendissantes, ces temples sereins, son peuple vivant en harmonie avant sa chute. La destruction de l'Atlantide était perçue non comme un châtiment, mais comme un déchirement le moment où l'harmonie s'est évanouie. Ce changement était subtil, mais puissant. L'Atlantide n'était plus seulement perdue, c'était manqué. Les penseurs romantiques croyaient que les civilisations anciennes possédaient des intuitions spirituelles oubliées par la société moderne. Ils parlaient d'une sagesse primordiale, d'un savoir fondé non sur le calcul, mais sur la connexion. L'Atlantide, avec ses origines divines et son organisation parfaite, semblait incarner cette idée à la perfection. Certains sont allés plus loin. Ils avançaient que les Atlantes n'étaient pas seulement avancées, mais éclairées, qu'elles comprenaient les forces naturelles, les rythmes cosmiques et la conscience humaine d'une manière que la science moderne ne pouvait pas encore saisir. Ces idées étaient spéculatives, souvent poétiques plutôt que empiriques, mais elles reflétaient une insatisfaction croissante à l'égard des explications purement matérielles du monde. La nature elle-même a été réinventée durant cette période. N'étant plus une machine régie uniquement par des lois immuables, elle devint une entité vivante, capable de beauté, de fureur et de mémoire. Montagnes, océans et forêts étaient perçus comme les témoins des temps immémoriaux. Si la Terre se souvenait, alors peut-être l'Atlantide n'avait-elle pas disparu, mais seulement été cachée. Les volcans, les tempêtes et les tremblements de terre étaient perçus avec une fascination renouvelée. La catastrophe n'était plus seulement destructrice, elle était transformatrice.
La disparition soudaine de l'Atlantide s'inscrivait parfaitement dans cette vision d'un monde naturel dramatique et empreint d'émotions. Parallèlement, le nationalisme gagnait du terrain à travers l'Europe. Les nations ont cherché à légitimer leur identité en se réappropriant des racines ancestrales. Les mythes ont été revisités et réinterprétés. Certains auteurs ont même tenté de faire de l'Atlantide une patrie ancestrale, un berceau dont leur propre culture serait issue. Ces affirmations étaient rarement convaincantes, mais elles révèlent comment l'Atlantide était réinterprétée. Elle n'était plus seulement une mise en garde philosophique ou une curiosité historique, mais devenait une source d'identité, d'imagination et de fierté. Pourtant, même si l'histoire se complexifie, un sentiment de mélancolie persistait. Les représentations romantiques de l'Atlantide insistaient souvent davantage sur sa chute que sur son essor. L'image d'une civilisation rayonnante, engloutie par les flots, résonnait profondément auprès d'une génération qui se sentait à la fois galvanisée par le progrès et aliénée par lui. Dans la pensée romantique, la mer n'était pas simplement de l'eau, elle était la mémoire elle-même. Vaste, profond et insondable. Imaginer l'Atlantide sous sa surface, c'était imaginer une histoire engloutie, des vérités dissimulées, hors de portée. Cette imagerie était chargée d'émotions, surtout à une époque marquée par une industrialisation rapide et des bouleversements sociaux. Pourtant, l'Atlantide n'avait pas encore basculé dans l'excès. Bien que le romantisme ait estompé la frontière entre mythe et histoire, de nombreux penseurs sont restés pragmatiques. Ils savaient que l'existence de l'Atlantide n'était pas prouvée et en parlaient souvent de manière métaphorique. La force du récit réside non pas dans sa certitude, mais dans sa résonance. Mais cet équilibre ne durerait pas éternellement. Au fil du XIXe siècle, l'idéal romantique se mêla aux nouvelles idées sur l'évolution, les civilisations anciennes et les savoirs occultes. On semait les germes d'une transformation bien plus radicale du mythe de l'Atlantide, qui s'étendait bien au-delà des propos prudents de Platon. Pour l'heure, l'Atlantide scintillait dans l'imaginaire romantique, belle, lointain et irrécupérable. Un âge d'or perdu se reflétant dans les eaux au clair de lune, invitant à la contemplation plutôt qu'à la conquête. Le rêve s'intensifie, et la marée continuait de monter. Chapitre 9. Théosophie, pseudoscience et réinvention de l'Atlantide à la fin du XIXe siècle. La contemplation sereine, qui entourait autrefois l'Atlantide, commença à se transformer. Le monde évoluait rapidement. La science métamorphose le quotidien, mais beaucoup estiment qu'elle laisse des questions essentielles sans réponse. Les certitudes spirituelles s'estompent, mais l'aspiration spirituelle demeurait. C'est dans ce contexte que de nouveaux mouvements émergèrent, promettant un savoir caché des vérités ancestrales enfouies sous les flots de l'histoire. L'Atlantide devient un élément central de ces idées. Contrairement aux périodes précédentes qui traitaient l'Atlantide avec retenue ou métaphore, cette ère la remodela audacieusement. L'île n'était plus seulement une civilisation perdue, elle devait le berceau même de l'humanité. L'une des voix les plus influentes de cette transformation fut celle d'Helena Blavatsky, cofondatrice de la Société théosophique. Dans ses écrits, l'Atlantide était décrite non comme l'exemple moral de Platon, mais comme une vaste civilisation mondiale antérieure à l'histoire connue de plusieurs centaines de milliers d'années. Selon la théosophie, les Atlantes n'étaient pas seulement des êtres avancés. Ils étaient des êtres spirituellement évolués, dotés de capacités psychiques, d'une conscience cosmique et de technologies oubliées. On dit qu'ils ont façonné les premiers développements humains, laissant des traces de leur sagesse disséminées à travers le monde. Cette version de l'Atlantide ressemblait peu au récit de Platon. Elle a étendu l'Atlantide à travers les continents. Elle a étiré sa chronologie au point de la rendre méconnaissable. Elle a introduit des éléments de réincarnation, de races racines et de savoir ésotérique. L'Atlantide n'était plus perdue, elle était partout,
dissimulées dans les symboles, les monuments et les mythes. Ces idées étaient profondément séduisantes. Elles offraient un sentiment de sens cosmique à une époque de plus en plus marquée par la routine industrielle. Elles suggèrent que l'humanité avait chuté d'un état supérieur et pourrait un jour y revenir. L'Atlantide devient à la fois l'origine et la prophétie. Mais cette réinvention a eu un prix. On n'exige plus de preuves. Les affirmations ont remplacé les questions. Les spéculations se sont mutées en croyances. L'Atlantide servait à expliquer les pyramides, les techniques d'ingénierie antique et les similitudes culturelles, sans égard pour l'archéologie ni l'anthropologie. Dans ce contexte, l'existence de l'Atlantide cessa d'être remise en question. Dans certains milieux, cela devait une certitude, une vérité fondamentale à l'abri de toute contradiction. Ce changement marqua une rupture décisive avec l'ambiguïté soigneusement entretenue qui avait préservé le récit pendant des siècles. Parallèlement, ces idées se sont mêlées à des courants plus sombres. Le concept de race supérieure antique, déformé et instrumentalisé, a alimenté les théories raciales émergentes. L'Atlantide était parfois présentée comme la patrie d'une race supérieure disparue, une idée exploitée plus tard par les idéologies extrémistes du XXe siècle. Ce qui était autrefois un avertissement moral est devenu, entre certaines mains, un outil d'exclusion et de fantasme. Il est pourtant important de comprendre pourquoi ces idées se répandent. Le XIXe siècle fut une époque de bouleversement. Les récits traditionnels s'effondrent. Les nouvelles sciences remettent en question les certitudes religieuses. Les gens aspirent à la continuité, au sens et à la certitude que l'histoire de l'humanité ne se résumait pas à un progrès aléatoire. L'Atlantide offrait cette assurance. Elle promettait un ordre caché sous le chaos. Elle suggérait que la sagesse perdurait, même oubliée. Que le passé détenait des clés que le présent avait égarées. Parallèlement, l'archéologie elle-même était encore jeune. De nombreux sites antiques restaient mal compris. Les pyramides semblaiant inexplicabos. Les mégalithes défient les explications conventionnelles. C'est dans ces lacunes que s'est infiltrée la spéculation atlante, comblant l'incertitude par une certitude imaginative. Mais à mesure que l'archéologie a mûri, les preuves ont commencé à se manifester. Les fouilles ont révélé un développement progressif plutôt qu'une émergence soudaine. Les échanges culturels expliquent les similitudes entre des sociétés éloignées. La chronologie de l'histoire humaine s'est étendue, mais pas de la manière dont la théosophie le prétendait. L'Atlantide, sous sa forme étroite, commença à perdre en crédibilité auprès des chercheurs sérieux. Pourtant, ces idées n'ont pas disparu. Elles ont investi la culture populaire, où elles ont trouvé un nouveau souffle, affranchi du fardeau de la preuve. Romans, conférences et mouvements spirituels ont continué d'invoquer l'Atlantide comme source de mystère et de innocence. Cette époque a marqué la divergence la plus spectaculaire de la longue histoire de l'Atlantide. Du récit sombre de Platon, elle s'était muée en un mythe tentaculaire. D'une simple île, elle était devenue une civilisation mondiale. D'une mise en garde, elle s'était transformée en la promesse d'une grandeur perdue. Ce faisant, l'Atlantide a gagné en visibilité, mais a perdu en clarté. À l'aube du XXe siècle, le récit se trouvait à la croisée des chemins. Il avait été étiré à l'extrême, remodelé par le désir, la spéculation et l'idéologie. La question était désormais de savoir si l'Atlantide pouvait être reconquise, si son sens originel pouvait survivre au poids des réinventions. La réponse viendrait lentement, façonnée par la science, le scepticisme et un respect renouvelé des preuves. Mais d'abord, l'Atlantide devait traverser sa phase la plus extravagante. Les eaux, autrefois calmes, étaient désormais tumultueuses. Chapitre 10. Archéologie, preuve et effondrement des certitudes à l'aube du XXe siècle, un changement discret mais décisif s'opéra.
l'ère des spéculations hasardeuses céda la place à celle des fouilles minutieuses. Les pelles remplacent les symboles, les couches de terre, les strates de mythes. L'archéologie, jadis une discipline incertaine, devint une science rigoureuse, et avec elle, la question de l'Atlantide fut résolue. Pour la première fois, le passé pouvait être mis à l'épreuve. La stratigraphie a révélé la lente accumulation du temps. La datation au carbone 14 a permis d'attribuer aux artefacts un âge précis. Les cultures ont été retracées grâce à la poterie, aux outils et à l'architecture, et non plus par intuition. L'histoire, autrefois imaginée, se dévoile désormais centimètre par centimètre. Dans ce nouveau contexte, l'Atlantide se trouvait confrontée à un examen minutieux et gênant. Malgré des siècles de recherche, aucune trace d'une civilisation atlantique disparue n'a été retrouvée. Les fonds marins n'ont révélé aucune cité engloutie de grande envergure. Les plateaux continentaux ont montré des changements progressifs et non un effondrement soudain. La disparition spectaculaire et fulgurante décrite par Platon n'a trouvé aucun fondement géologique. Pour de nombreux chercheurs, l'affaire est close. L'Atlantide, conclurent-ils, était un mythe philosophique précieux pour son message, mais non pour sa véracité littérale. Les excès du XIXe siècle furent discrètement relégués au rang de dérives imaginaires. L'intérêt académique pour l'Atlantide déclina au profit d'une attention accrue portée aux cultures vérifiables. Et pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là. L'archéologie elle-même a introduit de nouvelles complexités. La mise au jour de sites antiques révèle un passé de l'humanité plus ancien et plus complexe qu'on ne l'avait imaginé. Des villes ont émergé indépendamment dans de multiples régions. L'agriculture, l'écriture et la métallurgie sont apparues progressivement, façonnées par l'environnement et les échanges. Il n'existait pas de berceau unique de la civilisation. Mais il y avait des cités perdues. Troie, longtemps considérée comme une pure légende, fut redécouverte. Mycène, du mythe à la pierre, fut ressuscitée. Des cultures entières, oubliées depuis des millénaires, furent remises au jour. Chaque découverte rappela aux chercheurs que l'absence de preuve n'était pas la preuve de l'absence. Cette prise de conscience a atténué les certitudes. Si certaines légendes s'étaient révélées vraies, l'Atlantide pourrait elle encore receler un fragment de réalité. Peut-être pas telle que Platon l'a décrite, mais sous une forme altérée. L'attention s'est de nouveau portée sur les catastrophes naturelles. L'étude des inondations, des séismes et des éruptions volcaniques s'est développée. Les scientifiques ont compris que des catastrophes anciennes pouvaient avoir remodelé les littoraux et rasé des villages. L'éruption de Terra a suscité un regain d'intérêt et son impact a été mieux appréhendé. La Méditerranée, autrefois stable dans l'imaginaire savant, s'est révélée être une région dynamique et dangereuse. Ces révélations ont rouvert d'anciennes questions. L'Atlantide pourrait, elle, représenter une mémoire composite, un mélange de catastrophes réelles, transmises et amplifiées au fil du temps. Le récit de Platon pourrait-il préserver la vérité émotionnelle de la destruction, même si les détails étaient symboliques. Certains chercheurs ont envisagé cette possibilité avec prudence. D'autres restèrent fermes dans leur scepticisme. Ils soutenaient que l'Atlantide de Platon était trop commode, trop bien structurée, trop cohérente philosophiquement pour être fortuite. Elle servait parfaitement ses arguments, disait-il. Sa disparition reflétait son échec moral. Le débat s'est apaisé et devenu plus nuancé. L'Atlantide n'était plus au cœur des grandes théories. Elle était devenue une simple note de bas de page, une curiosité évoquée de temps à autre avec précaution, sans passion. Dans les milieux universitaires, elle avait perdu de son importance. Mais au-delà du monde universitaire, l'Atlantide a perduré. L'imaginaire populaire restait fasciné par les mondes perdus. Romans d'aventure, premiers films et écrits spéculatifs,
s'approprièrent l'Atlantide comme décor, un lieu d'émerveillement, de danger et de mystère. Affranchie des contraintes académiques, l'histoire connut un essor remarquable dans les arts et le divertissement. Les sous-marins et l'exploration des grands fonds marins ont ajouté une nouvelle dimension au mystère. Pour la première fois, l'homme put descendre dans les profondeurs. Le fond océanique, autrefois inaccessible, devait visible. Bien qu'aucune ruine atlante n'ait été découverte, l'immensité du monde sous-marin ravive la fascination. Si tant de choses restaient inexplorées, qui pourrait dire avec une certitude absolue ce qui se cachait? L'Atlantide entre ainsi dans une nouvelle phase. N'est plus un candidat sérieux sur le plan académique. Ce n'est plus un mythe incontesté. Mais quelque chose entre les deux, un symbole que la science avait contesté mais non effacé. Dans cet espace liminal, l'Atlantide persistait, discrètement remodelée par les preuves et les doutes. Ses certitudes s'effondrèrent, mais son mystère se vécut. Et au fil du XXe siècle, avec ses guerres, ses progrès technologiques et l'évolution des visions du monde, l'Atlantide allait retrouver une nouvelle signification, reflétant les espoirs et les angoisses changeantes de l'humanité. Le terrain sur lequel reposait l'histoire avait changé. Mais la situation n'était pas encore stabilisée. Chapitre 11. L'Atlantide dans l'imaginaire moderne au fil du XXe siècle. Le monde est devenu plus bruyant, plus rapide et plus incertain. Des empires se sont effondrés. Les technologies ont transformé le quotidien. L'humanité a conquis le ciel et exploré les profondeurs marines. Dans cette ère moderne tumultueuse, l'Atlantide a trouvé un nouveau rôle, non plus comme récit historique, non plus comme preuve, mais comme reflet. C'est devenu un miroir. La société moderne, de plus en plus caractérisée par la vitesse et la complexité, a porté un regard neuf sur l'Atlantide. La vieille question adoucie en quelque chose de plus calme et de plus personnel. Qu'est-ce que cela dit de nous? L'Atlantide est entrée pleinement dans le domaine de l'imaginaire, mais non de façon superficielle. Elle est devenue un espace où les espoirs et les craintes modernes pouvaient être explorés en toute sécurité, à distance. Un monde perdu permettait de penser à l'effondrement sans avoir à affronter directement le sien. Dans la littérature, l'Atlantide a connu de nombreuses renaissances. Elle apparaissait parfois comme une civilisation technologiquement avancée, victime de son orgueil démesuré. Parfois comme une société paisible, anéantie par des forces qui la dépassent. Les auteurs la remodelant au gré des angoisses de leur époque, le développement industriel excessif, la destruction de l'environnement, l'ambition démesurée. Chaque version en révélait davantage sur le présent que sur le passé. Le cinéma a amplifié ces idées. La puissance visuelle du film a donné forme à l'Atlantide. Des tours étincelantes, des salles cristallines, des ruines englouties illuminées d'une lumière fantomatique. Ces images se sont ancrées dans l'imaginaire collectif, renforçant l'idée que l'Atlantide n'était pas quelque chose à prouver, mais quelque chose à être. Theater. Dans le même temps, la science-fiction a adopté l'Atlantide comme un archétype familier. Les civilisations disparues devinrent un thème récurrent. Des mondes enfouis sous le sable, la glace sous la mer. Elles servaient à la fois d'avertissement et d'invitation, suggérant que le progrès sans sagesse mène inévitablement à la ruine. L'Atlantide n'était plus seule. Elle était devenue la première d'une longue série de modes déchus imaginaires. Pourtant, sous cette profusion créative, un malaise plus profond s'agitait. Le XXe siècle fut une ère de destruction sans précédent. 2 guerres mondiales ont démontré la rapidité avec laquelle les sociétés avancées pouvaient s'effondrer. Les armes nucléaires ont introduit la possibilité d'une annihilation soudaine et totale. La dégradation de l'environnement laisse présager un effondrement lent et irréversible. Dans ce contexte, l'Atlantide semblait étrangement pertinente.
L'idée d'une civilisation qui s'est autodétruite par déséquilibre a profondément marqué les esprits. La mer qui a englouti l'Atlantide est devenue le symbole non seulement de la puissance de la nature, mais aussi de conséquences longtemps ignorées. Les penseurs écologistes ont commencé à considérer l'Atlantide comme un récit édifiant, un rappel que la prospérité n'est pas synonyme de pérennité et que l'harmonie avec la nature n'est pas une option, mais une nécessité. Il ne s'agissait pas d'un retour à la croyance, mais d'un retour au sens. L'Atlantide n'avait plus besoin d'être réelle pour être utile. Son pouvoir résidait dans son ambiguïté. Elle existait partout où les humains ressentaient la fragilité de leur propre réalisation. Parallèlement, les progrès scientifiques se poursuivaient discrètement. La tectonique des plaques a bouleversé notre compréhension de la Terre. La climatologie a révélé des cycles de réchauffement et de refroidissement. On a démontré que le niveau des mers fluctue considérablement sur des milliers d'années. Des côtes autrefois habitées sont désormais submergées. Ces découvertes n'ont pas confirmé l'existence de l'Atlantide, mais elles ont nuancé l'idée que les peuples anciens aient pu être témoins de changements environnementaux spectaculaires. Des villages engloutis ont été découverts au large des côtes actuelles. Des outils de pierre gisaient au fond des eaux peu profondes. L'histoire humaine s'est révélée en partie sous-marine. L'Atlantide, un temps totalement rejeté, occupe désormais à nouveau une place subtile non plus comme un empire perdu, mais comme un symbole ancré dans l'expérience humaine réelle de la perte et du changement. La communauté scientifique dominante restait néanmoins prudente. Aucune preuve ne venait étayer l'existence de la grande île de Platon. Aucune trace de cité concentrique ne gisait sous l'Atlantique. L'histoire restait bel et bien une histoire. Et pourtant elle a perduré. Dans les salles de classe, l'Atlantide suscitait des discussions. Dans les histoires du soir et les documentaires, elle éveillait une curiosité sereine. Dans les moments de calme, elle évoquait l'impermanence. C'est peut-être pour cela que Atlantis survit alors que tant de mythes disparaissent. Cela n'exige pas de croyance. Elle n'exige pas de certitude. Cela nous invite simplement à considérer qu'aucune civilisation, aussi avancée soit-elle, n'est à l'abri de l'oubli de soi. Avec l'accélération du monde moderne, l'Atlantide s'est installée dans un nouveau rythme. N'étant plus recherchée à l'aide de navires ou de pelles, elle était explorée intérieurement par la pensée, l'art et la réflexion. La ville sous les vagues était devenue un paysage de l'esprit. Et dans cet espace calme et propice à la réflexion, l'Atlantide trouva une forme de permanence qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chapitre 12. Sous la mer, histoire submergée et nouvelles possibilités à mesure que l'imagination moderne s'ouvrait à la réflexion. La science elle-même commença à observer l'océan avec plus d'attention, non plus comme un vide absolu, mais comme un gardien de la mémoire. Sous les vagues, il devait évident que se cachait non seulement la géologie, mais aussi l'histoire. Et à chaque descente dans les profondeurs, l'Atlantide semblait se transformer à nouveau, non pas plus près de la découverte, mais plus près de la compréhension. Les océans recouvrent plus des 2/3 de la surface de la Terre. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, elles étaient inaccessibles, leurs profondeurs insondables et insondables. Des paysages entiers ont disparu sous les flots à la fin de la dernière période glaciaire, lorsque la fonte des glaciers a fait monter le niveau des mers de plus de 100 mètres. Les côtes se sont déplacées. Les plaines ont été inondées. Les établissements humains ont été rayés de la carte. Il ne s'agissait plus de spéculation. C'était un fait mesurable. L'archéologie sous-marine a commencé à mettre au jour des villages engloutis au large des côtes d'Europe, d'Asie et des Amériques. Des outils de pierre gisaient sous les eaux peu profondes. D'anciens foyers reposaient là où s'étendait autrefois la terre ferme. Il ne s'agissait pas d'empires disparus, mais de foyers engloutis. Et ils ont changé le cours de la conversation.
Pour la première fois, il est devenu possible d'imaginer comment les souvenirs des terres inondées pouvaient perdurer de génération en génération. Les récits de pertes soudaines de la mer reprenant des terres familières pouvaient se transmettre, se transformer sous l'effet du temps et des émotions, pour finalement devenir des légendes. L'Atlantide, longtemps considérée comme invraisemblable par son ampleur, semble désormais avoir une origine plus humaine. Non pas un continent englouti en un jour, mais un souvenir étendu sur des siècles. Les chercheurs ont commencé à évoquer avec prudence la compression mythique, ce processus par lequel de nombreux événements mineurs sont perçus comme une seule et même grande catastrophe. Des inondations se sont succédé, des pertes se sont accumulées. Avec le temps, les détails se sont estompés, mais la vérité émotionnelle est restée. Platon, écrivant des milliers d'années plus tard, a peut-être hérité de tels souvenirs, filtrés par la culture, la philosophie et la finalité morale. Cette possibilité ne prouve pas l'existence de l'Atlantide. Mais Scylla a permis de reformuler la question. Au lieu de se demander si l'Atlantide existait exactement comme décrite, les chercheurs ont commencé à se demander si le récit de Platon préservait quelque chose de plus ancien et de plus fragile. Le souvenir d'un traumatisme environnemental issu de la préhistoire profonde. Partout dans le monde, les mythes du déluge se faisaient écho. La Mésopotamie évoquait des déluges. Les cultures indigènes parlaient de la montée des eaux. Les traditions asiatiques se souviennent de terres submergées. Ces récits diffèrent dans le détail, mais partageaient un même thème. La mer était jadis apparue soudainement, et la vie avait été bouleversée à jamais. L'Atlantide s'intègre naturellement parmi eux. La différence résidait dans le fait que Platon donna un nom, une structure et un cadre moral à son déluge. Il ancra le souvenir dans le récit, transformant la perte en leçon. Parallèlement, les technologies océaniques ont progressé. Le sonar a cartographié les fonds marins avec une précision croissante. Des submersibles ont plongé dans l'obscurité, révélant des paysages restés vierges de toute lumière depuis des millions d'années. L'océan a dévoilé des montagnes, des vallées et des cicatrices laissées par les mouvements tectoniques. Mais aucune cité atlante n'a émergé. Ce qui a émergé, c'est quelque chose de plus discret, une compréhension de l'échelle. Le fond océanique n'était pas un continent caché, il était dynamique, ancien et largement inhospitalier au genre d'effondrement soudain décrit par Platon. Pourtant, cette connaissance n'a pas diminué l'Atlantide. Au lieu de cela, elle l'a perfectionné. L'Atlantide est devenue moins un ensemble de ruines à découvrir qu'un thème récurrent dans la manière dont les humains se souviennent des catastrophes. Elle illustre comment les récits préservent la vérité émotionnelle même lorsque les détails factuels disparaissent. Dans cette perspective, l'Atlantide n'était pas une légende. C'était humain. L'île située au-delà des colonnes d'Hercule s'est muée en symbole de côtes disparues, de villages oubliés et de vies bouleversées par les changements environnementaux. Elle incarnait la mémoire collective de l'instabilité, nous rappelant que le sol sous nos pieds n'a jamais été immuable. À mesure que la science du climat progresse, ce rappel devient plus urgent. Le niveau de la mer montait à nouveau. Les villes côtières étaient confrontées à un avenir incertain. La peur ancestrale de la montée des eaux refaisait surface, non plus comme un mythe, mais comme une prédiction. L'Atlantide, qui n'était autrefois qu'une légende lointaine, me semblait désormais étrangement familière. Non pas comme une prophétie, mais comme un précédent. C'est ainsi, à la croisée discrète de la science et de la mémoire, que Atlantide a trouvé une nouvelle pertinence. Non pas comme un lieu à redécouvrir, mais comme une histoire à appréhender avec humilité. Après tout, la mer n'efface pas tout. Elle conserve ce qu'il faut. Et dans ses profondeurs, les leçons les plus anciennes de l'humanité demeurent, attendant non pas d'être découvertes, mais d'être remémorées. Chapitre 13.
L'Atlantide comme avertissement pouvoir, équilibre et effondrement quand on met de côté tous les arguments quand la géographie, l'archéologie et les spéculations se taisent, une vérité demeure au cœur du récit de l'Atlantide. Ce n'est pas au fond une histoire d'eau, c'est une histoire de pouvoir. Dès les premiers récits de Platon, l'Atlantide ne fut jamais détruite par faiblesse. Elle s'effondra parce qu'elle était forte, prospère, confiante et certaine de sa propre grandeur. Et dans cette certitude, quelque chose d'essentiel fut perdu. C'est là que l'Atlantis s'exprime le plus clairement. Les Atlantes étaient à l'origine un peuple équilibré. Leur société était ordonnée, leurs lois mesurées, leurs ambitions contenues par le sens des responsabilités. La richesse existait, mais elle était subordonnée à la vertu. L'autorité était partagée, non accaparée. L'harmonie entre le peuple, la terre et le divin était le fondement de leur succès. Mais avec le temps, le succès les a transformés. Platon décrit ce changement avec une douceur presque indulgente, comme s'il était inévitable. La dimension divine de leur nature s'est estompée, génération après génération. Le désir humain a comblé le vide qu'elle a laissé. Ce qui était jadis guidé par la sagesse est devenu l'apanage de l'appétit. Cette transformation ne s'est pas produite d'un coup. Il est arrivé discrètement. L'expansion remplaça la gestion responsible. La puissance remplaça l'équilibre. Les Atlantes commencèrent à privilégier la domination à la retenue, l'accumulation à l'harmonie. Ils conquirent non par nécessité, mais par capacité. C'est à ce moment précis que Platon veut que nous prêtions attention. L'Atlantide ne s'effondre pas par ignorance. Cela tombe par oubli. Oubliez les limites. Oubliez l'humilité. Oubliez les conditions qui ont rendu la prospérité possible au départ. Ainsi, l'Atlantide devient intemporelle. Sa leçon s'applique non pas à une seule époque, mais à toutes, aux empires anciens et modernes, à toute société qui confond croissance et sagesse, et contrôle et stabilité. L'histoire ne manque pas d'écho. Les civilisations s'élèvent grâce à l'innovation et à la coopération, puis souffrent des inégalités et des excès. Les infrastructures s'y complexifiant. Les systèmes se rigidifient. Les dirigeants s'éloignent les uns des autres. Les pressions environnementales s'intensifient. Et lorsque survient une perturbation, qu'elle soit d'origine naturelle, liée à un conflit ou à une fracture interne, l'effondrement paraît soudain, bien que ses racines soient profondes. L'Atlantide condense ce schéma en une seule histoire. Un jour et une nuit de destruction symbolisent des générations de déséquilibre. Le déluge n'est pas qu'une simple question d'eau, il est aussi une conséquence. C'est pourquoi l'Atlantide perdure même sans preuve. Parce que chaque génération reconnaît ce schéma. La mer engloutissant la ville devient une métaphore des forces incontrôlables, le climat, le chaos, le temps lui-même qui réagissent aux excès de l'homme. Elle nous rappelle que le progrès sans réflexion accroît la vulnérabilité. Selon Platon, les dieux ne se mettent pas en colère. Ils rétablissent l'équilibre. Cette distinction est importante. L'Atlantide n'est pas punie par cruauté, mais corrigée par nécessité. L'ordre naturel, perturbé par les excès, se rétablit. Ce qui ne peut s'adapter est éliminé. Ce n'est pas rassurant, mais c'est honnête. L'Atlantide nous invite à nous demander si l'effondrement est toujours une tragédie extérieure ou parfois la conséquence naturelle d'une négligence intérieure. Les lecteurs modernes ressentent profondément ce malaise. La puissance technologique rivalise désormais avec l'imagination. Les ressources sont extraites plus vite qu'elles ne se renouvellent. Les systèmes, sous le poids de leur propre complexité, deviennent de plus en plus fragiles. La question que Platon soulevait en silence, point quelle quantité est excessive, revient de toute urgence. L'Atlantide n'offre aucune solution.
Cela offre une perspective. Cela suggère que l'endurance ne dépend pas uniquement de la force, mais aussi de l'équilibre. Que la survie n'est pas garantie par l'intelligence, la richesse ou l'innovation, mais par la maîtrise de soi, la mémoire et l'humilité. C'est peut-être pour cela que Atlantis est toujours sous l'eau. Non pas détruite au point d'être méconnaissable, mais préservée dans le silence. Elle attend là où le bruit ne peut parvenir, là où l'ambition est contenue, là où la réflexion est inévitable. Un rappel, tapis sous la surface, que les civilisations ne disparaissent pas subitement. Ils dérivent, ils s'inclinent, ils oublient, et puis un jour, ils disparaissent. À mesure que l'histoire de l'Atlantide se dévoile, on comprend que l'île elle-même importe moins que le schéma qu'elle révèle. Un schéma que l'humanité a répété et qu'elle pourrait bien répéter encore. Les eaux se referment doucement sur l'Atlantide. Pas par colère. Mia is inevitablement. Chapitre 14. Pourquoi l'Atlantide refuse de disparaître? L'histoire de l'humanité regorge de cités perdues. Pourtant une seule refait surface à chaque époque. Des empires plus vastes que Atlantide se sont élevés et effondrés, leurs ruines cartographiées et répertoriées, leurs récits consignés dans les manuels scolaires. Mais Atlantide demeure un mystère. Elle refuse de se clore. Cette persistance n'est pas fortuite. L'Atlantide perdure car elle occupe une place singulière dans l'imaginaire humain, un espace où la certitude est impossible, mais où le sens foisonne. Elle n'est ni tout à fait mythe, ni tout à fait histoire, et de ce fait, elle demeure insaisissable. Chaque tentative pour la définir ne fait que la remodeler. L'Atlantide survit parce qu'elle s'adapte. Lorsque l'humanité a cherché des leçons morales, l'Atlantide est devenue un avertissement. Lorsque l'humanité a cherché ses origines, l'Atlantide est devenue un berceau. Quand l'humanité a craint l'effondrement, l'Atlantide est devenue un miroir. Sa forme change, mais sa présence reste la même. Une partie de cette pérennité tient à la manière dont l'histoire est racontée. Platon n'a jamais achevé l'Atlantide. Il l'a laissée en suspens, inachevée, comme une phrase qui s'était dans le silence. Il n'y a pas de bilan final des survivants, pas de conséquences, pas de conclusion morale. La cité disparaît, et le dialogue s'achève tout simplement. Cette absence appelle le retour. Chaque génération éprouve le besoin de compléter l'histoire, d'expliquer ce qui s'est passé, de localiser l'île, de comprendre le sens de sa disparition. L'Atlantide n'exige pas la croyance, elle invite à la participation. Elle demande à l'auditeur de compléter ce qui est resté inachevé. Et c'est ce que font les gens. Les scientifiques abordent l'Atlantide avec des instruments et des maquettes. Les artistes abordent la couleur et le son. Les philosophes l'abordent avec des questions. Chacun croit s'en rapprocher, et pourtant tous restent à distance. L'Atlantide résiste à la possession. Une autre raison de la pérennité de l'Atlantide tient à sa position aux confins du monde connu. Platon la situait au-delà des colonnes d'Hercule, non seulement géographiquement, mais aussi symboliquement. Elle se trouve juste au-delà de la certitude, juste au-delà de ce qui est facilement accessible. Cette position garantit que l'Atlantide est toujours présente dans les mémoires presque accessibles. Assez proche pour l'imaginer. Assez loin pour en douter. Cette liminalité confère à l'Atlantide un pouvoir singulier. Elle existe là où les cartes s'arrêtent et où les histoires commencent, là où le savoir se fond dans l'intuition. C'est la dernière île avant l'inconnu. Les êtres humains sont attirés par de tels seuils. Elles incarnent la possibilité sans engagement, le mystère sans danger. L'Atlantide permet l'exploration sans risque, la croyance sans obligation. On peut s'en délecter, la contempler, s'en libérer, et pourtant elle ne disparaît jamais vraiment. Il y a aussi un certain réconfort dans la disparition de l'Atlantide.
Une cité engloutie sous les flots ne peut ni argumenter, ni menacer, ni juger. Elle repose en silence à l'abri des conflits actuels. Elle permet à l'humanité de projeter des regrets sans responsabilité, une nostalgie sans conséquence. L'Atlantide devient un refuge pour les aspirations profondes, en quête d'une sagesse sans complexité, pour une harmonie sans effort, pour un passé qui semble complet parce qu'il ne peut être mis à l'épreuve. En ce sens, l'Atlantide fonctionne presque comme la mémoire elle-même, imprécise dans les détails, mais fidèle dans les émotions. Nous ne nous souvenons pas de ce qui a été, mais de ce qui a compté. L'Atlantide était importante car elle représentait l'équilibre, car elle s'est effondrée lorsque cet équilibre a été rompu, car elle nous rappelle que rien de ce qui est construit par la main de l'homme n'est permanent, pas même ce qu'il y a de plus sophistiqué, de plus beau, de plus sûr de soi. Et pourtant, l'Atlantide ne désespère pas. Sa pérennité recèle un espoir discret. L'humanité continue de se soucier de sagesse, de retenue et d'harmonie, même lorsqu'elle ne les incarne pas pleinement. Ce récit perdure, car les valeurs qu'il met en avant restent désirées. Si personne ne se souciait de l'équilibre, l'Atlantide disparaîtrait. Si personne ne craignait l'effondrement, l'Atlantide perdrait toute importance. Mais tant que les sociétés s'élèveront et peineront sous leur propre poids, tant que les gens se demanderont si le progrès a dépassé la compréhension, l'Atlantide subsistera. Elle demeure dans la conscience collective, non pas comme une réponse, mais comme une question. Que sommes-nous en train de construire? Et à quel prix? C'est pourquoi l'Atlantide apparaît le plus souvent lors de périodes de transition. À l'aube des grandes explorations, au lendemain de l'industrialisation, en pleine période d'incertitude environnementale. Elle surgit lorsque l'humanité presse qu'elle se trouve à un tournant décisif. Non pas parce que Atlantide prédit le désastre, mais aussi parce que cela nous rappelle que les choix comptent avant qu'une catastrophe ne survienne. La cité sous les vagues ne crie pas. Il n'émet aucun avertissement. Elle existe tout simplement silencieuse, complète, inaccessible. Et dans ce silence, nous entendons notre propre incertitude se refléter en nous. L'Atlantide refuse de disparaître car l'humanité n'a pas fini de se poser les questions qu'elle représente. Et peut-être que cela n'arrivera jamais. Chapitre 15. Dérive vers l'avenir l'Atlantide et la suite à mesure que l'histoire de l'Atlantide se déploie jusqu'à nos jours. Elle se détache peu à peu du passé. La question n'est plus de savoir si l'Atlantide se dressait jadis au-delà des colonnes d'Hercule, ni si ses murs gisent en ruine sous des couches de limon et d'ombre. Désormais, l'Atlantide tourne son regard avec douceur vers l'avenir. Cela devient une histoire de direction. Chaque époque remodèle l'Atlantide selon ses préoccupations, mais le schéma fondamental demeure échangé. Une civilisation s'élève grâce à l'équilibre et à la modération. Elle prospère grâce à la coopération avec son environnement. Elle s'affaiblit lorsque le pouvoir éclipse la sagesse. Et elle s'effondre lorsque les corrections arrivent trop tard. Ce modèle n'est pas ancien. Cela se poursuit. L'humanité moderne exerce une influence sans précédent. Les atouts autrefois attribués aux Atlantes maîtrise de la nature, contrôle des ressources, rayonnement mondial ne relèvent plus de l'imagination. Ils sont bien réels. On traverse les océans en quelques heures. Les paysages sont transformés à jamais. L'atmosphère elle-même porte l'empreinte de l'activité humaine. Dans ce contexte, l'Atlantide commence à ressembler moins à un monde perdu et plus à une répétition. Non pas une prédiction, mais un précédent. On imagine souvent la destruction de l'Atlantide comme soudaine, catastrophique et définitive. Mais derrière cette image dramatique se cache une réalité plus insidieuse. L'effondrement commence bien avant le déluge. Il commence lorsque les avertissements sont ignorés, lorsque les systèmes sont mis à rude épreuve,
lorsque le succès est confondu avec l'invincibilité. Le niveau de la mer ne monte pas du jour au lendemain. Le déséquilibre non plus. L'Atlantide nous invite à prêter attention aux moments de calme, aux choix faits en secret, aux compromis justifiés comme temporaires, aux excès normalisés comme nécessaires. Ce sont ces courants qui façonnent le cours des choses bien avant que les conséquences n'apparaissent. C'est pourquoi l'Atlantide trouve un écho si fort dans les discussions sur l'avenir. Les climatologues parlent de seuil et de point de basculement. Les économistes mettent en garde contre la fragilité des systèmes tributaires d'une croissance infinie. Les sociologues constatent un creusement des inégalités qui érode la cohésion sociale. Chaque discipline, dans son propre langage, décrit la même tension sous-jacente, le pouvoir progressant plus vite que la sagesse. L'Atlantide n'est pas un cas unique. C'est familier. Pourtant, l'histoire ne se termine pas dans le désespoir. Platon n'a pas évoqué l'Atlantide pour convaincre son auditoire de l'inévitabilité de son effondrement. Il l'a fait pour suggérer que l'équilibre pouvait être rétabli, sinon par ceux qui ont péri, du moins par ceux qui s'en souviennent. La mémoire est la force tranquille au cœur de l'histoire de l'Atlantide. Les Égyptiens se souviennent quand les Grecs avaient oublié. Platon a consigné ce que d'autres auraient pu rejeter. Chaque récit a préservé non pas des faits, mais une prise de conscience. Que les civilisations sont éphémères, que l'humilité est essentielle, et que la retenue n'est pas une faiblesse. En ce sens, l'Atlantide offre quelque chose de rare. Pas la peur, mais il faut relativiser. Cela nous rappelle que l'avenir ne se joue pas uniquement sur la force, mais aussi sur les choix que l'on fait tant que l'on est encore en mesure de la préserver. L'adaptation est possible avant que la correction ne devienne inévitable. Cette prise de conscience est en elle-même une forme de résilience. L'Atlantide ne nous demande pas d'abandonner le progrès. Cela nous demande de ralentir suffisamment longtemps pour le comprendre. Savoir déceler les signes avant-coureurs d'une croissance qui menace la stabilité. Reconnaître que les systèmes conçus pour servir finissent par dominer. Se souvenir que l'harmonie n'est pas figée, elle doit être constamment renouvelée. La ville engloutie par les vagues devient une compagne silencieuse dans ses reflets. Cela n'exige pas d'action. Il ne permet pas de prédire les résultats. Il en résulte simplement une image de ce qui se produit lorsque l'équilibre est considéré comme optionnel plutôt qu'essentiel. Alors que l'humanité s'avance vers des décennies incertaines, l'Atlantide dérive à nos côtés ni en avant, ni en arrière, mais parallèlement. Une ombre portée par l'histoire, au rythme des ambitions. Reste à savoir si nous choisirons d'en tirer des leçons. Et c'est peut-être cette ouverture qui constitue l'élément le plus important de l'histoire. L'Atlantide n'a pas été détruite parce qu'elle n'a pas pu progresser. Elle fut détruite parce qu'elle avait oublié pourquoi elle avait commencé à progresser. La mer a recouvert l'île. Mais la leçon n'a pas été comprise. Elle s'est élevée discrètement vers l'avenir. Chapitre 16. Laissez la cité se reposer l'Atlantide comme souvenir, non comme destination après des siècles de recherche, de débats, de remaniements et de réinventions, une douce constatation commence à s'imposer. L'Atlantide n'a pas besoin d'être trouvée. Cette compréhension ne survient pas soudainement, mais progressivement comme la lumière du soir qui adoucit les contours du jour. L'urgence qui jadis poussait les navires vers l'ouest et les théories vers le ciel commence à s'estomper. À sa place apparaît quelque chose de plus paisible, l'acceptation. L'Atlantide, semble-t-il, n'était pas destinée à être retrouvée. Pendant des générations, on a cru que la découverte de l'Atlantide achèverait l'histoire, que les preuves apporteraient la paix, que les ruines, une fois exposées à l'air et à la lumière, résoudrait enfin la question qui avait si longtemps persisté. Mais plus les recherches se prolongeaient, plus une autre vérité devenait évidente. La découverte ne serait plus un mystère.
Cela ne ferait que changer de forme. Si une cité engloutie était découverte demain, le débat ne s'arrêterait pas là. Il recommencerait tout simplement sur l'interprétation, l'origine, la signification. L'Atlantide deviendrait un autre site, une autre chronologie, un autre sujet de controverse. Son influence se réduirait à néant, limitée par des coordonnées et des mesures. Et quelque chose d'essentiel serait perdu. L'Atlantide perdure précisément parce qu'elle demeure inaccessible, parce qu'on ne peut ni la posséder, ni la fouiller, ni l'expliquer. Son éloignement préserve sa signification. C'est pourquoi, après des siècles de tension, la recherche moderne a largement pris du recul, non par défaite, mais par reconnaissance. La question de l'Atlantide n'est plus considérée comme un problème à résoudre, mais comme un récit à comprendre dans son contexte. Le dessin de Platon devient plus clair avec le temps. Il ne présentait pas l'Atlantide comme une carte au trésor, mais comme un miroir. Un récit soigneusement construit pour ralentir le lecteur, l'inviter à la réflexion plutôt qu'à la conquête. L'Atlantide était engloutie par les flots, non pour être retrouvée, mais pour être contemplée. Dans cette perspective, la quête sans fin d'une Atlantide physique semble quelque peu déplacée. Elle part du principe que le sens doit être ancré dans la matière. Pourtant, certaines des vérités les plus profondes et les plus durables que porte l'humanité en elle sont intangibles. L'éthique, la mémoire, la mise en garde, l'espoir. Elles persistent non pas parce qu'elles sont prouvées, mais parce qu'elles sont ressenties. L'Atlantide appartient à cette catégorie. C'est un souvenir jamais vécu personnellement et pourtant reconnu. Une perte que personne ne se souvient d'avoir subie et pourtant comprise de tous. La cité engloutie devient un héritage commun, transmis non par le sang, mais par les récits. Laisser l'Atlantide se reposer ne signifie pas la rejeter. Cela signifie lui permettre de rester intacte. Lorsqu'une histoire est suranalysée, surinterprétée ou déformée, elle se fragmente. L'Atlantide a survécu précisément parce qu'elle n'a jamais été enfermée dans une définition figée. Chaque génération l'a approchée, a pris ce dont elle avait besoin, puis a pris du recul. Ce rythme d'approche et de retrait a bien mieux préservé l'histoire que n'importe quelle certitude. Il y a aussi une forme d'humilité à lâcher prise. Accepter que certaines questions restent sans réponse n'est pas un échec intellectuel, mais une preuve de maturité. Cela reconnaît les limites du savoir et honorer les espaces où le sens opère différemment. L'Atlantide enseigne cette leçon en silence. L'île ne résiste pas à la découverte par la force. Elle reste simplement invisible. Elle demeure où elle est, sous le tumulte, sous le bruit, sous l'urgence. Elle invite le chercheur à ralentir, à écouter plutôt qu'à extraire. Dans un monde où la révélation est constante, cette retenue paraît presque radicale. La vie moderne encourage l'exposition. Tout doit être révélé, documenté, expliqué. Le mystère est perçu comme une forme d'inefficacité. Pourtant, l'Atlantide suggère que le mystère peut être une forme d'équilibre, que l'ignorance préserve un espace propice à la réflexion. C'est peut-être pour cela que Atlantide procure une sensation particulièrement apaisante lorsqu'on l'aborde avec douceur, à la lisière de l'éveil. Cela ne requiert pas de concentration. Cela invite à la dérive. L'image de la cité sous-marine intacte, silencieuse, immuable, offre une forme de pain. Elle nous rappelle que tout ce qui compte n'exige pas forcément d'action. Certaines choses sont complètes par leur simple existence. Alors que l'histoire de l'Atlantide touche à sa fin, elle ne se conclut pas par une révélation, mais par une libération. Les recherches ralentissent, les arguments s'adoucissent. La ville est autorisée à rester où elle a toujours été, pas sperdo, mais au repos.
Et dans ce repos, l'Atlantide remplit enfin son rôle non pas comme une destination, mais comme une compagne silencieuse de la pensée humaine, nous rappelant que la sagesse réside souvent non pas dans le fait d'aller toujours plus loin, mais dans le fait de savoir quand s'arrêter. Chapitre 17. La cité sous les flots, une fin paisible finalement, l'Atlantide ne renaît pas. Il n'y a pas de révélation finale, pas de séparation soudaine des eaux, pas d'instant où la pierre émerge et où l'histoire se réécrit. L'île demeure là où elle a toujours été, hors de portée, hors de toute certitude, hors de tout besoin de la revendiquer. Et c'est ainsi que l'histoire trouve son dénouement. L'Atlantide naquit d'un souvenir transmis de bouche à oreille, perpétué à travers les siècles non par des preuves, mais par la bienveillance. Ce souvenir passa entre les mains de philosophes et de prêtres, d'érudits et de rêveurs, d'explorateurs et de sceptiques. Il évolua au gré des transformations de l'humanité, reflétant les peurs, les espoirs et les interrogations propres à chaque époque. Pourtant, malgré toutes ces transformations, quelque chose d'essentiel est resté intact. La cité sous les vagues n'a jamais vraiment été faite de pierre ou de terre. Il s'agissait d'équilibre. À propos du souvenir, à propos de la frontière fragile entre harmonie et excès, au fil des siècles, l'Atlantide est devenue bien des choses, une leçon morale, une patrie perdue, un avertissement, un rêve. Elle a été enrichie, remodelée, parfois mal comprise, mais jamais épuisée. Chaque génération l'a abordée avec recueillement, y a trouvé un reflet d'elle-même, puis a poursuivi son chemin. C'est la marque d'une histoire intemporelle. L'Atlantide n'appartient pas uniquement au passé. Elle existe partout où l'on s'arrête pour réfléchir à ce qui a été acquis et à ce qui pourrait être perdu. Elle refait surface dans les moments de transition, lorsque les certitudes s'estompent et que la réflexion devient nécessaire. À ces moments-là, l'image réapparaît. Une ville agencée en cercle soigneusement étudiée. L'eau qui coule doucement à travers son cœur. Une société en paix avec son environnement jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. La mer qui recouvre l'Atlantide n'est pas cruelle. Elle est calme. Elle se meut sans malice, sans urgence. Elle fait ce que la mer a toujours fait. Elle rétablit l'équilibre. C'est peut-être la dernière leçon que nous offre l'Atlantide. Les faits ne sont pas toujours synonymes de violence. Cet effondrement peut être silencieux. Cette disparition peut se produire sans bruit. Pourtant, le silence ne signifie pas l'effacement. Sous la surface, la cité demeure intacte non pas comme des ruines à exhumer, mais comme un héritage à perpétuer. L'Atlantide survit non pas parce que son existence peut être prouvée, mais parce qu'elle continue d'avoir une importance. C'est important car l'humanité se pose encore les mêmes questions que Platon. Comment l'énergie doit-elle être utilisée? À quoi ressemble l'équilibre? Combien est suffisant? Ces questions ne s'estompent pas avec le temps. Elles s'approfondissent. Ainsi, l'Atlantide demeure, flottant doucement dans l'inconscient collectif, refaisant surface aux besoins, s'enfonçant dans le néant. Elle ne demande rien. Elle n'exige rien. Elle s'offre simplement comme un lieu de pause. À mesure que la nuit tombe et que la pensée ralentit, l'histoire s'adoucit. La recherche est terminée. Les arguments sont terminés. Les vagues s'apaisent. Au-delà des cartes et des mesures, la cité repose paisiblement sous les eaux, insensible à l'ambition, imperturbable face aux certitudes. Ses rues sont désertes, ses halls silencieux, ses leçons achevées. Et c'est peut-être là que l'Atlantide a toujours été censée se trouver. Intriuvable, non prouvé, non réclamé. Mais je me suis souvenu. Tandis que la mer retient la ville et que la ville renferme sa signification, l'histoire trouve enfin son apaisement non pas avec des réponses, mais avec le calme. Les eaux se referment doucement au-dessus d'Atlantie, et dans leur mouvement lent et rythmé,
Le récit, c'était dans le silence, où on peut l'écouter, rêver d'eux, et enfin autorisé à dormir.